Europe Matin, il est 8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, Édouard Philippe paye sa dette au syndicat de cheminots de retour à Matignon. Le Premier ministre va dire quels moyens seront donnés à la SNCF, investissement et désendettement. Harvey Weinstein devant la justice de New York aujourd'hui, sans doute pour une première inculpation. Le producteur déchu a décidé de se présenter de lui-même. Elle n'a pas mégoté avec l'argent public. Marine Le Pen a dépensé sans compter pour sa campagne présidentielle. Sondage, prestations à des proches et 2 jets privés pour un curieux aller-retour au Tchad. Dans ce journal, document européen, 9 mois après la mort d'une adolescente fauchée par une voiture folle sur la terrasse d'une pizzeria en Seine-et-Marne, la mère de la jeune fille témoigne pour la première fois. Et puis Linky, contre les compteurs, la résistance qui s'organise et se radicalise, ce sera l'enquête de 8h avec François Geffrier. 8h20, notre invité Guy Forget, le directeur du tournoi de Roland-Garros. Les nouveautés, les travaux, le spectacle, les nouvelles règles, les favoris, vous saurez tout sur la quinzaine qui commence dimanche à la Porte d'Auteuil. On va enfin savoir ce matin, les syndicats de cheminots de retour à Matignon, alors au moment même où je vous parle, vont enfin connaître, après 2 mois de grève, ce qu'ils réclament depuis le début, c'est-à-dire le montant des engagements de l'État pour l'avenir de la SNCF. Et le Premier ministre compte leur donner du concret, David Doucan. On va mettre plus d'argent qu'on n'en a jamais mis sur le rail, annonce l'un des plus proches conseillers d'Édouard Philippe. Reprise de la dette, investissement, mais aussi un fléchage de ses crédits. Ce matin, Édouard Philippe précisera que l'argent n'ira pas uniquement sur le TGV, mais sur les lignes du quotidien, comme le TER ou le RER. On va dire aux Français, explique un proche du Premier ministre, cette réforme est pour vous. Et les syndicats devraient rationnellement être rassurés. En gros, le message, ce sera « la grève n'a plus lieu d'être ». Sauf que Matignon est lucide, la grève continuera. C'est difficile pour eux d'arrêter le conflit, même s'il n'y a plus aucune raison objective, cloute un conseiller, parce qu'ils doivent penser à leur base, même les plus réformistes, ils auront besoin de temps pour expliquer qu'ils ont malgré tout obtenu des choses. Matignon ne mise donc pas sur un appel à l'arrêt de la grève dès aujourd'hui, ni la semaine prochaine, mais espère qu'une fois la loi définitivement votée, donc en juin, le conflit s'étiolera, puis finira par s'arrêter. David Doucan, l'info de la soirée est donc venue des médias américains. Harvey Weinstein va réapparaître aujourd'hui à New York. Le producteur devenu le symbole du prédateur sexuel devrait se présenter de lui-même à la justice. Benoît Clerc, vous êtes en Californie pour Europe 1. Weinstein n'était pas considéré formellement comme un fugitif, mais il avait disparu des radars. Oui, le producteur avait réussi à passer inaperçu après les 45 jours de traitement pour addiction sexuelle qu'il avait suivi en novembre dernier dans un centre médical en Arizona. Il espérait même poursuivre ses soins en Suisse, mais les autorités américaines lui ont interdit de sortir du territoire, craignant qu'il ne revienne jamais aux États-Unis. C'est donc chez sa fille, qui réside à Hollywood, qu'il est resté cloîtré depuis lors, ne sortant qu'à de très rares occasions. C'est de là qu'il a suivi la vente de son entreprise à un fonds d'investissement qui a racheté son empire pour une bouchée de pain, moins de 320 millions de dollars, alors que l'ensemble des sociétés était évalué à près de 2 milliards. Il a passé son dernier déjeuner en liberté hier dans un restaurant de Malibu avec l'un de ses avocats. Il a pris cette nuit un avion privé depuis Los Angeles à destination de New York pour sa première rencontre avec la police d'abord, puis les juges en début d'après-midi. Une quarantaine de victimes ont porté plainte ici en Californie et attendent son retour dans les prochaines semaines, cette fois-ci sous bonne escorte. Benoît Clerc à Los Angeles pour Europe 1. Il est 8h03. Poutine et Macron d'accord pour avancer ensemble et faire le constat de leur désaccord. Voilà en résumé le contenu de leur conférence commune hier soir à Saint-Pétersbourg. Et sinon, côté russe, même pas un mot d'excuse. On sait maintenant avec certitude que c'est bien un missile tiré par l'armée russe qui a abattu un avion civil il y a 4 ans au-dessus de l'Ukraine, faisant près de 300 morts. Un Boeing de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, rempli de passagers néerlandais. Une commission indépendante a rendu ses conclusions hier, mais interrogé sur cet épouvantable crime de guerre, Vladimir Poutine a fait mine de ne pas comprendre. Un avion, mais quel avion ? De quel avion s'agit-il ? L'avion de la Malaysian Airlines, qui avait été abattu au-dessus du Donbass, en Ukraine. Vous savez, on a travaillé toute la journée. Désolé, je ne connais pas les détails de la décision de la commission. Mais je peux vous dire qu'à notre surprise, on ne peut pas participer à l'enquête. L'Ukraine y participe, la Russie non. Voilà pourquoi nous ne savons pas ce que l'on écrit, ce que l'on dit, sur quoi se basent les conclusions de la commission.
Vladimir Poutine hier soir lors de sa conférence aux côtés d'Emmanuel Macron. Un pas en avant, 2 pas en arrière, 2 menaces, 3 amabilités. Ainsi vont les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, avec l'annulation par Donald Trump du sommet qui devait avoir lieu dans 3 semaines à Singapour et cette incroyable lettre adressée à son homologue Kim Jong-un. Si vous changez d'avis, écrit Trump, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. La Corée ce matin se dit toujours prête au dialogue. Encore 2 nouvelles de l'étranger. Les Irlandais aux urnes aujourd'hui pour un référendum historique sur l'avortement, avec le oui à l'IVG en tête des intentions de vote. Et puis au Venezuela, Maduro prête serment pour un 2e mandat avec 8 mois d'avance et il fait arrêter plusieurs officiers de l'armée accusés de conspiration avec les États-Unis. L'Europe va mieux protéger la vie privée de ses citoyens. Le règlement pour la protection des données personnelles, connu sous le sigle RGPD, entre en vigueur aujourd'hui, Nicolas Barré. C'est un enjeu de souveraineté pour l'Europe. On dit souvent que les données numériques, toutes ces traces que vous laissez en allant sur Internet et les réseaux sociaux, sont la matière première de l'économie du 21e siècle. Or, cette matière première est pillée. Les 500 millions d'Européens sont une cible alléchante pour les géants du net, d'où ce fameux RGPD visant à protéger les Européens de ce pillage à des fins commerciales, voire politiques. On l'a vu avec ces millions de données pompées sur Facebook par la firme Cambridge Analytica pour soutenir Donald Trump. C'est un sujet sur lequel l'Europe est unie. Elle est unie et elle prend conscience de sa puissance. C'est la bonne nouvelle. Elle défend aussi ses valeurs. Internet est mondial, mais les sensibilités ne sont pas les mêmes partout. Les Européens attachent sans doute plus d'importance que d'autres au respect de la vie privée et ils ne veulent pas devenir une colonie numérique des États-Unis et de la Chine, car c'est bien cela aussi l'enjeu. La moins bonne nouvelle, c'est que ces grandes puissances numériques que sont Google et Facebook, avec leurs armées d'avocats, sont beaucoup mieux placées que des firmes européennes plus petites pour s'adapter aux nouvelles règles. Donc avec le RGPD, la souveraineté numérique de l'Europe progresse, mais sans être tout à fait garantie. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Samsung a bien copié le design de l'iPhone et devra donc payer à Apple plus de 500 millions de dollars. Décision d'un tribunal américain cette nuit. En France, c'est un compteur qui fait péter les plombs. Le compteur électrique Linky, boîtier jaune fluo que l'entreprise Enedis promet sans danger pour la santé et respectueux de la vie privée, qu'elle continue de déployer à travers tout le pays. Mais en face, la contestation s'organise et même elle se durcit. C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour François Geffrier. Bonjour. On observe en France de vraies poches de résistance face à Linky. Oui, avec des habitants qui barricadent leur vieux compteur pour qu'il ne soit pas remplacé par un Linky, comme à Conflans dans les Yvelines. Hugues Dussautois a fixé des chaînes et des barres de fer sur son compteur. Elles sont attachées derrière avec un cadenas. Il y a 2 cadenas là. Donc je pense que les installateurs n'insisteront pas, quoi. Au minimum, il faudrait appliquer le principe de précaution parce qu'on pourrait arriver à des problèmes comme l'amiante. Et sur Conflans, bon, on va dire que entre guillemets la résistance s'organise. Résistance aussi de centaines de conseils municipaux qui votent contre l'installation de Linky sur leur territoire, comme l'explique le maire de Pourrin, près d'Auxerre, Roger Prignot. Cette délibération demande à Enedis de suspendre leur remplacement de compteur sur la commune. Ils ont quand même continué. Enedis nous a emmenés au tribunal administratif. On a bien compris qu'il serait compliqué pour nous de se battre. On est impuissants et on subit. L'entreprise Enedis nous a confirmé qu'elle ne tenait pas compte de ces votes ni des lettres de refus envoyées par des particuliers. Alors ça peut en énerver certains. La lutte anti-Linky se radicalise. En tout cas, les techniciens subissent parfois la colère des habitants. Ils sont d'ailleurs surnommés les miliciens d'Enedis sur certains sites internet. Écoutez cet installateur rencontré près d'Auxerre. Les gens, ils veulent pas du compteur, ils sont en litige, ils veulent pas du tout. Du coup, des fois, on se fait agresser. Ouais. Vous ne touchez pas notre compteur, sinon ça va pas se passer comme il faut. Tout ça. Ouais, j'ai subi, je me suis embrouillé avec quelqu'un, oui. Ça a failli partir un peu en javel. C'était chaud. La lutte anti-Linky passe aussi par des vidéos qui critiquent l'inquisition. On compte par ailleurs des dizaines de pétitions et il y a la justice. 5000 plaignants et plusieurs avocats sont en train de monter des actions collectives. Comment expliquer cette opposition farouche ? Beaucoup de rumeurs sur la nocivité des ondes de ces nouveaux compteurs, rumeurs démenties par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des craintes aussi pour la protection des données personnelles, mais la CNIL, le gendarme de l'informatique, veille. En tout cas, Enedis elle-même ne s'attendait pas à une telle opposition en France, selon Bernard Lassus, directeur du programme Linky. Nous faisons très attention à cette radicalisation, notamment vis-à-vis de la sécurité de nos poseurs. D'ailleurs, maintenant, chaque poseur, dès qu'il voit une agressivité qui est trop importante, il ne pose pas. Et deuxièmement, on forme les poseurs à des situations de violence et agression.
Pour le moment, Enedis pense tenir son calendrier de déploiement. 11 millions de Linky déjà installés, 35 millions en 2021. Enquête de 8h signée François Geffrier. Merci beaucoup François. Europe 1, il est 8h09. Après Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Emmanuel Macron, voici donc le détail des comptes de campagne de Marine Le Pen. Le journal Le Parisien a épluché les factures, les postes de dépenses, pas tous acceptés d'ailleurs par la commission des comptes. Plus de 870 000 euros de frais présentés par la candidate du FN ne lui seront pas remboursés. C'est la plus grosse rectification opérée par la commission. Et ce qui est frappant à la lecture de ces comptes, Maxence Lambrecht, c'est le décalage entre le discours et les actes. Oui, la candidate anti-système se servait en fait de tous les outils du système. Les sondages, par exemple. Pendant toute la campagne, son équipe nous répétait qu'ils n'avaient pas les moyens d'en faire et que ça n'avait aucun intérêt. En réalité, ils ont déboursé 190 000 euros dans des enquêtes d'opinion. Verdict de l'une d'entre elles, faites oublier la sortie de l'euro et l'héritage de votre père. Le marketing aussi, très peu pour elle. Chez les Le Pen, tout est fait maison. Son logo de campagne, par exemple, la rose bleu marine. Elle nous racontait qu'elle avait eu cette idée alors qu'une de ses amies venait de lui offrir des roses bleues dites éternelles. Et à l'époque, Florian Philippot répétait cette légende. Je vais poser la question. Pourquoi ce choix d'une rose bleu marine ? D'abord, je crois que ça a été pour Marine un choix presque instinctif et qui a été fait rapidement. Un choix instinctif fait rapidement. En réalité, une commande passée 1 an avant l'élection à un cabinet de conseil basé en Suisse et facturait 50 000 euros. Voilà le prix de cette rose bleue. Le Made in France aussi, l'un de ses marqueurs. Eh bien, pour les 10 000 pins de l'entre-deux-tours, elle fait appel aux Chinois avec à la clé 600 euros de frais de douane. Au final, la commission a validé ses dépenses après s'être interrogée sur certaines quand même des tracts, notamment produits par la société de son ami Axel Lousteau à un prix 3 fois supérieur à celui du marché. Et puis cet aller-retour au Tchad, en jet privé, 129 000 euros. Alors quel intérêt électoral ? 2 jets privés. Oui, c'est ça, aller-retour. Quel intérêt électoral se demandent les commissaires ? C'était pour assurer sa stature internationale puisqu'elle y a rencontré le président Déby, l'un des seuls présidents qu'elle a pu rencontrer en exercice. Et s'interroge aussi sur des notes de taxi très élevées, mais au final, rien d'illégal. Maxence Lambrecht et le détail à lire dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. 2 ex-espions français en prison. Ils sont mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère, peut-être la Chine. L'un des agents de la DGSE soupçonné était en poste à Pékin. Il aurait été recruté par les autorités chinoises, mais pas plus de détails. Les officiels français sont très discrets ce matin sur cette affaire. Un témoignage qui vous brise le cœur à présent. Il y a 9 mois, souvenez-vous, le 14 août 2017, une voiture folle fonçait sur la terrasse d'une pizzeria de Seine-et-Marne. Scène de terreur, même si la piste terroriste a été rapidement écartée. Les motivations du meurtrier, un homme de 32 ans, restent floues. Le drame avait fait 13 blessés, mais surtout une famille avait payé un lourd tribut avec une jeune fille tuée. Elle s'appelait Angela. Elle se trouvait là avec ses parents et ses 2 frères, eux-mêmes blessés. Aujourd'hui, Angela aurait eu 14 ans. Une messe sera dite en sa mémoire à La Ferté-sous-Jouarre où vivent ses parents qui n'avaient pas donné d'interview jusqu'à présent. Ce matin, la mère, Betty, a accepté de témoigner sur Europe 1 au micro de Pierre de Cossette pour raconter cette vie qui bascule en quelques secondes. On a entendu les grincements des pneus. Je me suis retournée. J'ai vu ce véhicule foncer sur nous. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai juste senti le coup dans le dos et j'étais à terre. J'ai mis quelques secondes à reprendre mon souffle. Et là, je regarde autour de moi. La première personne que j'ai vue, c'était ma fille, qui était juste à la droite de la voiture, sur le ventre. J'ai senti qu'elle était partie. Je l'ai suppliée de revenir. Je lui ai dit, Angela, nous laisse pas, reviens. On s'est dit, on est victime d'un attentat. Il avait le sourire aux lèvres. Il était satisfait de ce qu'il avait accompli. Lui, il semble dire qu'il n'y avait pas de caractère prémédité, qu'il a une sorte de trou noir quand vous entendez ça. Non mais ça me rend folle, je peux pas oublier ce visage satisfait. C'est pas possible, ça c'est des moyens de défense. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Il a tué notre fille. Il a foncé délibérément dans un restaurant rempli d'enfants, de gens, à la veille d'un jour férié. On éprouve de la culpabilité parce que moi ce jour-là, on avait passé la journée à faire un petit peu de nettoyage dans le jardin avec mes enfants. Et pour les récompenser, je les ai emmenés dans un restaurant et on se réveille le lendemain. On se dit c'est un cauchemar, c'est pas réel. Et en fait je me réveille entre 4 murs d'un hôpital. Tout le monde nous dit il faut avancer, vous avez 2 enfants. Pour que nos 2 garçons continuent à avancer. Moi personnellement, j'ai plus de projet. Ma fille, à défaut de lui allumer ses bougies, qui ne pourra malheureusement pas souffler, j'ai demandé à ce qu'on lui allume un cierge, à qui veut bien le faire, en mémoire d'Angela.
Témoignage de la mère d'Angela, Betty, au micro européen de Pierre de Cossette. Les sports, le football, les Lyonnaises entrent dans l'histoire en remportant leur 5e Ligue des Champions, la 3e d'affilée après leur victoire hier soir 4-1 face aux Allemandes de Wolfsburg. Et puis maintenant, on va vous démontrer que le sport, c'est bon non seulement pour la santé, mais aussi pour la cohésion au travail et la productivité. Les JO du sport au travail se disputent en ce moment à La Baule. Plus de 5000 participants de 43 pays et 25 disciplines, du football au cyclisme en passant par le bowling, la natation, l'athlétisme ou la voile. Reportage François Coulon à La Baule pour Europe 1. Ils sont partis de 0, 4 mois d'entraînement, 4 fois par semaine pendant 2 heures, un régime de malade, avouent les 21 sportifs de la communauté d'agglomération de Martinique, transfigurés au boulot. Ça nous a donné un esprit de compétiteur, mais vraiment, c'est la niaque maintenant au bureau. Ça a changé la cohésion dans l'entreprise. Je vois mon DGS autrement, lui il fait de la pétanque et aujourd'hui, je l'appelle par son prénom, on va s'embrasser. Même constat pour la banquière norvégienne Margaret, médaillée d'or aux 5000 mètres. Ça crée plus de connexion. Le lien est plus fort et après on peut faire plus de business pour l'entreprise. Donc c'est rentable aussi pour l'entreprise. Oui, ça c'est sûr. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, reconnaît Pierre, entreprise VK France. Les Allemands ils viennent pour gagner quoi. En foot, on s'est pris la fessée de notre vie et on était face à des gars qui rigolaient pas du début à la fin quoi. Ils sont beaucoup plus entraînés, beaucoup plus pro que nous dans leur approche de cet événement-là. Dans l'entreprise, ça crée un état d'esprit et une volonté commune d'arriver à des buts professionnels qui doivent se ressentir dans le résultat de l'entreprise. Grâce au sport, les sociétés augmenteraient leur productivité entre 3% et 9%, assure la Fédération française du sport d'entreprise. La Baule, François Coulon, Europe 1. Et la compétition se poursuit dans un instant avec Roland Garros, le directeur du tournoi Guy Forget est notre invité. Europe 1, 8h16.